mie îmi place foarte mult momentul de deschidere al cărții. Cartea se deschide cu o întrebare. Dormi. Este o întrebare pe care personajul o primește din interiorul unui vis, dar este în același timp o întrebare pe care lectorul, cititorul, o poate simți și orientată către el. Cred că acolo se generează un spațiu de întâlnire foarte special între scriitor, personaj și cititor. Așa este. Vous avez parfaitement raison. Pour moi, la première phrase d'un livre, elle est extrêmement importante et tout le livre est toujours dans la première phrase. Et donc la première phrase, c'est « tu dors ». Ce qui est quand même une question absurde, parce que si on demande à quelqu'un s'il dort, on le réveille. Mais vous avez tous, on vous a demandé « tu dors » et vous vous êtes réveillé pour dire « non, plus ». Mais effectivement, tout le livre va être entre le réel et l'imaginaire. Parce que Augustin, sans doute parce qu'il est aussi très pauvre et qu'il n'a pas toujours de quoi manger, il a parfois des hallucinations. Donc il va être entre le rêve et le réel. Aveți absolută dreptate. Într-adevăr, pentru mine, orice carte se creează din prima propoziție. Și prima propoziție în această carte este întrebarea dormi? O întrebare puțin absurdă, trebuie să recunoaștem, pentru că ori de câte ori ni se pune această întrebare, evident ne trezim și trebuie să răspundem nu mai dorm. De fapt, întreaga carte se petrece pe acest teritoriu situat cumva între realitate și imaginar, iar Augustin, care este o persoană care n-are adăpost, care uneori n-are ce mânca, tocmai datorită acestei condiții, uneori are halucinații. Et je pense que même Augustin va aller très très loin dans la recherche, puisqu'il va aller jusqu'à prendre des drogues pour éventuellement rencontrer l'être suprême. Donc il y a une partie du livre qui devient fantastique à cause de cette hésitation entre le rêve et la réalité. Iar Augustin este dispus să meargă foarte departe în acest sens, ajunge chiar să ia droguri pentru a-L întâlni pe Dumnezeu. Deci există această parte în căutarea lui care atinge domeniul fantasticului, acela al visului. Et à la fin, vous vous poserez même une autre question, c'est est-ce que le livre était réel ou pas réel? Et puis qui a écrit ce livre? Donc voilà, tout est dans la première phrase, vous avez parfaitement vu. Și la sfârșit ne punem o întrebare, oare lucrurile au fost reale sau n-au fost reale? Și ultima întrebare, oare cine a scris această carte? Deci aveți foarte mare dreptate începând cu această primă întrebare cu care debutează cartea. Un alt spațiu care mi se pare foarte interesant este cel în care ni se spune că violența este o boală a cunoașterii, este o maladie a cunoașterii. Pe de altă parte... Da, gândirii. Pe de altă parte, ne vorbiți despre radicalizare, acest motor violent al lumii, atât de spectaculos și în același timp de înspăimântător, cu foarte multe contacte care nu merg acolo bine și generează explozii în interior și în exterior. Și când descrieți acest mecanism al radicalizării, la un moment dat, în discuția cu Dumnezeu, Dumnezeu spune: nu ești radicalizat, pentru că cei radicalizați cred că au toate răspunsurile. Cei care încă pun întrebări sunt cei care chiar încearcă să cunoască. Mi se par două puncte cheie ale cărții dumneavoastră și faptul că toată această căutare a motivelor pentru care lumea intră în acest turbion al violenței se găsesc acolo. Oui, en écrivant ce livre, je mettais vraiment mes idées au clair et je me rendais compte que la violence qui nous effraie dans la société contemporaine, mais qui existait dans tous les siècles précédents,
elle n'est pas due au tempérament des hommes, elle n'est pas due à la testostérone. La testostérone peut avoir de très bons effets, et pas seulement des mauvais effets. La violence, elle vient de l'esprit, elle ne vient pas du corps, elle vient de l'esprit. Et l'intégrisme, la radicalisation, le fanatisme sont véritablement des maladies de l'esprit. Et c'est une maladie qui est assez simple à identifier en fait. Quand un esprit refuse de douter, il se radicalise. Le fanatisme, c'est une surcompensation du doute, un refus du doute. Si on accepte de penser qu'on pourra toujours douter des réponses qu'on apporte, si on accepte de penser qu'on partage des questions plus que des réponses, c'est-à-dire si on accepte la vie de l'esprit avec ses points d'interrogation, avec ses ambiguïtés, on ne tombe pas on ne devient pas fanatique, on ne devient pas intégriste, on ne devient pas radical. Donc, au fond, il s'agit d'accepter la condition humaine. Les fanatiques, les intégristes n'acceptent pas la condition humaine parce que notre vie, elle est faite de plus de questions que de réponses. Nous avons tous les mêmes questions, tous là. Et par contre, chacun a des réponses différentes. Je parle des questions, pas des questions où est mon manteau, où est-ce que j'ai garé ma voiture, mais des questions métaphysiques. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Pourquoi est-ce qu'un jour j'en partirai? Est-ce que j'aime bien? Est-ce que j'aime mal? Faut-il aimer? Faut-il ne pas aimer? Doit-on cesser d'aimer? Comment se comporter bien? Enfin, toutes les grandes questions de la morale et de la métaphysique, nous nous les posons tous. Et nous avons tous des réponses différentes. D'abord parce que nous avons peut-être des cultures différentes, des histoires familiales différentes, et puis un tempérament différent, une histoire personnelle différente. Donc, moi, ce que j'essaye de dire à travers tous mes livres, c'est que nous sommes frères en question. Notre fraternité, elle vient du fait que nous partageons des questions, pas que nous partageons des réponses. Or, la plupart des hommes croient que la fraternité, c'est partager des réponses. Le communautarisme, c'est partager des réponses. Or, si on arrivera à l'humanisme qu'en partageant des questions, pas en partageant des réponses. Alors, c'est très très important pour moi d'être liés, soudés ensemble par vraiment ce que nous avons en commun. La question, le doute, l'interrogation. L'homme, c'est un animal qui se pose des questions. Voilà. Et donc l'homme est philosophe, complètement philosophe, parce qu'un philosophe, c'est ça. Un philosophe, c'est quelqu'un qui se pose des questions auxquelles il ne peut pas répondre. C'est extraordinaire, un philosophe. C'est une sorte d'artiste, finalement. Un artiste de la condition humaine. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions auxquelles ils peuvent répondre. Non, le philosophe, il se pose des questions auxquelles il ne peut pas répondre. Comme l'enfant. L'enfant, qui est aussi philosophe, il pose des questions auxquelles il ne peut pas répondre. Donc voilà, nous sommes tous spontanément philosophes quand nous sommes enfants. Le problème, c'est quand on devient adulte, on donne des réponses. Et donc, du spontanément philosophe, on passe au complètement idiot.